Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait de Gargantua qui a été publié par Rabelais en 1534. Il s'agit d'un roman médiévalisant dans lequel Rabelais va mettre en scène un géant, Gargantua, père de Pantagruel, et raconter sa vie très horrifique depuis sa naissance merveilleuse par l'oreille de sa mère jusqu'à la fin de sa première guerre, celle qui lui permettra de défendre son pays et son père contre l'agression de Picrochole. À l'intérieur de ce roman, Rabelais va mettre en scène sa propre réflexion concernant la plupart des interrogations propres à l'humanisme, et notamment l'interrogation portant sur les thématiques de l'éducation. L'extrait que nous avons à analyser ici est issu du chapitre 13, il s'agit du chapitre dit du torche-cul, chapitre que Rabelais utilise pour mettre en scène le caractère inné, non pas du savoir, mais de la faculté d'acquérir ce savoir, et notamment la faculté d'expérimentation propre à l'enfant. J'en propose la lecture. À cela, Gargantua répondit qu'il avait trouvé un tel système qu'il n'y avait pas de garçon plus propre que lui dans tout le pays. « Comment cela ?» dit Grangousier. « Grâce à une longue et soigneuse expérience, dit Gargantua, j'ai inventé un moyen de me torcher le cul, le plus seigneurial, le plus excellent, le plus efficace qu'on ait jamais vu. »« Lequel ?» dit Grangousier. « Comme je vais vous le raconter maintenant, dit Gargantua. Je me torchais une fois d'un masque de velours d'une demoiselle, et je le trouvais bien bon, car la mollesse de la soie causait au cul une bien grande volupté. Une autre fois d'un chaperon de la même demoiselle, et ce fut pareil. » Gargantua développe ainsi tout le système expérimental visant à démontrer à son père la manière dont il s'y est pris pour découvrir le meilleur torche-cul possible. Et l'extrait va ainsi allier à la fois le comique du bas corporel, puisqu'il s'agit de l'invention du torche-cul, au sérieux de la méthodologie d'expérimentation quasi scientifique qu'il va déployer. Nous pouvons ainsi nous poser la question qui est la question qui donne le titre à ce chapitre. Comment le rire nous découvre-t-il l'esprit merveilleux de Gargantua ? Pour répondre à cette question, nous découperons le texte en 3 mouvements. Un premier mouvement de la ligne 1 à la ligne 6, comme je vais vous le raconter maintenant, dit Gargantua, dans lequel Gargantua pose son hypothèse. Ensuite, de la ligne 6 à la ligne 20, dans lequel il va développer l'expérience qu'il met en place pour valider ou non son hypothèse. Et enfin, de la ligne 21 à la fin, la conclusion partielle à laquelle il aboutit, puisque nous n'avons pas ici la révélation du meilleur torche-cul du monde encore. Je commence ainsi mon commentaire. Gargantua se place dans la situation de l'élève, il répond à la question de Grangousier, à savoir si on l'a tenu bien propre. Question qui était posée à ses servantes, mais Gargantua va répondre à la place des servantes, ce qui va démontrer dès le début du passage le fait qu'il a acquis une capacité de raisonnement suffisante pour comprendre une question et proposer une réponse. Donc cette réponse va corréler deux systèmes comparatifs, tels que et plus que, avec une négation totale, ne pas, qui va lui permettre de montrer que sa méthode est la meilleure de toutes les méthodes. Et il s'agit ici d'un système, c'est donc bien un raisonnement scientifique qui lui a permis d'aboutir à cette découverte. L'ensemble de ces éléments interroge Grangousier, qui va alors poser la question du comment, question qui est propre au raisonnement scientifique. Et c'est bien à cette question comment que répond Gargantua, puisqu'il commence sa réponse par le mot grâce, qui signale le moyen, qui répond donc à la question comment. Donc ce moyen est un moyen scientifique, puisqu'il est une expérience qui permet d'inventer. Mais évidemment, cette expérience scientifique, qui va commencer à montrer l'esprit merveilleux de Gargantua, porte sur un élément de comique de bas corporel, qui va créer une opposition de ton entre le début et la fin de la phrase. Grâce à une longue expérience, j'ai inventé un moyen de me torcher le cul. Ce moyen de se torcher le cul va être développé par une énumération ternaire, le plus seigneurial, le plus excellent, le plus efficace qu'on ait jamais vu. Énumération ternaire par laquelle le superlatif relatif insiste. Et il est intéressant de voir les adjectifs extrêmement amélioratifs qui sont, là encore, toujours dans une logique carnavalesque, attribués à cette pratique du bas corporel.
La question de Grangousier, lequel, sous-entendu torche-cul, ne va pas être explicitée immédiatement, puisque Gargantua continue le développement de la première question, le comment. Il faut donc raconter l'expérience en question de manière à montrer et justifier la réponse finale qui devra attendre. Et c'est ainsi que je passe à ma deuxième partie. Gargantua va ainsi raconter l'ensemble des étapes qu'il a suivies dans son expérimentation. Et ici, il s'agit d'une expérimentation au sens propre, puisqu'il va tester un certain nombre de torches-culs et évaluer leur efficacité. Donc l'ensemble de ces expériences va être classé de manière chronologique, une fois, une autre fois, une fois, une autre fois, mais aussi va être explicité de manière logique avec des conjonctions de coordination, car qui va développer une cause, mais qui va développer une opposition, et va reposer aussi sur un système d'analogie. Ce fut pareil. Ce qui est intéressant de voir, c'est le système de causalité qui va être développé ici. Donc à partir du premier test, le masque de velours d'une demoiselle, les tests suivants vont reposer sur des rapports de similitude entre les objets. Donc on passe d'un masque de velours à un chaperon, à un cache-cou, à des oreillettes de satin cramoisi. Ces 4 éléments sont tous faits de tissus, bien que ce soit des tissus évidemment différents, et ils appartiennent tous à la même demoiselle. Donc là encore, cela va pouvoir faire sourire le lecteur, puisque en fait, Gargantua, dans son rapport de causalité, va confondre la matière et la provenance. Ça lui fait du bien, évidemment, parce que la soie cause aucune bien grande volupté, mais ça lui fait aussi du bien parce que ça vient de la demoiselle à qui il l'a volé. Et il va falloir le rapport d'opposition autour de la conjonction mais pour pouvoir sortir de ce paradigme. Je prends quelque chose qui appartient à cette demoiselle pour passer à un autre paradigme à cause justement de cette expérience malheureuse du tas de paillettes de merde qui va aboutir à cette imprécation qui va permettre aussi de mêler le comique du bas corporel, mais aussi le vocabulaire savant avec l'expression de boyau culier. On peut aussi noter la syllabes grammaticale, un tas de paillettes de merde. On ne sait pas si ce sont les paillettes qui sont faites en merde ou si c'est l'expression de son désappointement lorsque ces paillettes lui écorchèrent tout le derrière. Il sort ainsi du paradigme des objets appartenant à la demoiselle et on va passer des objets seigneuriaux qu'on évoquait à la ligne 4 à des objets de conditions plus basses puisqu'on passe de la demoiselle au page. Mais pour l'instant, on est toujours dans le paradigme du tissu, avec le bonnet. Mais ce tissu va se doubler de matière plus naturelle avec les plumes. L'expérience se poursuit donc, elle est raccourcie ici, mais on va passer progressivement des éléments de tissu à des éléments beaucoup plus naturels, et du haut de la classe sociale en bas de la classe sociale, et on va terminer avec cette dernière énumération de foin, de paille, d'étoupe, de bourre, de papier. Énumération finale avec des matières vulgaires, mais qui vont être sublimées par les 2 vers qui vont être donnés. Toujours laisse au couillon amorce qui sont cul sale de papier torche. Ici, il s'agit de vers puisqu'on peut reconnaître les homéotéleutes, le système de rime, même si ces vers ne sont pas tout à fait parfaits, au moins dans la traduction, puisqu'il s'agit pour une part d'un octosyllabe et d'autre part d'un énéasyllabe. Cependant, cette virtuosité du langage est toujours, là encore, une preuve, toute ridicule qu'elle soit, de cet esprit merveilleux, puisque à son âge, à moins de 5 ans, il est déjà capable de créer des rimes et de créer des vers. C'est exactement ce sur quoi Grangousier réagit. As-tu bu du vin vu que tu rimes déjà? Et ici, il y a un rapport de filiation qui va être explicité, évidemment à travers la figure du vin, puisque Grangousier est déjà connu pour boire. Il était en train de se saouler à la naissance de Gargantua. Mais le rapport de filiation, il est explicité aussi à travers l'expression « mon petit couillon », c'est celui qui provient des couilles, c'est bien le fils. Gargantua poursuit l'explicitation de son esprit, puisqu'il va reprendre par concaténation l'expression « tu rimes déjà », en la développant sous la forme d'un polyptote. Je rime tant et plus, et en rimant, souvent m'en rime. Polyptote qui va jouer à la fois sur une paranomase, enrimé, enrhumé, mais en même temps, on peut retrouver le sens propre de enrhumé, qui est un mot assez rare, qui veut dire attaché, comme s'il se perdait lui-même, il s'attachait
lui-même ses pieds et qu'il trébuchait, puisque justement la question de la rime le fait dévier de son sujet. Et c'est ce qui est enlevé ici, c'est une digression autour de la poésie. C'est ainsi que je passe à ma troisième partie, qui est le retour aux propos commandé par Grangousier. Ici, le rapport interrogatif s'inverse, puisque ce n'est plus Grangousier qui pose les questions, mais c'est bien Gargantua. Et Gargantua va prendre la direction de la discussion en déplaçant un peu le sujet du torche-cul vers la question de l'excrétion. Ce n'était pas ce que demandait Grangousier, ce qui va être noté par la conjonction de coordination à valeur adversative, mais lui, il veut retourner à son propos, à savoir se torcher le cul. Mais c'est là encore pour Gargantua un moyen de découvrir son esprit merveilleux, parce que ce qui pourrait passer pour un détour se révèle en réalité être un moyen pour lui de développer et de formaliser son raisonnement à travers un syllogisme. Il n'y a pas besoin de se torcher le cul sauf s'il est ordure. Ordure n'y peut être si on n'y a pas chié. Il nous faut donc chier avant d'avoir le cul torché. Autour de ce sujet comique qui repose sur le bas corporel, va se déployer des rapports logiques et des rapports chronologiques en conjonction l'un avec l'autre. On va retrouver les systèmes hypothétiques, s'il y a ordure, si on n'a pas chié. On retrouve aussi éventuellement, toujours dans ce développement du langage, cette joie du langage, une paronomase, ordure, où l'on entend la conjonction de coordination à valeur adversative traditionnellement utilisée dans les syllogismes, le or. Donc une virtuosité du langage et une virtuosité de réflexion qui va émerveiller son père, qui reconnaît le bon sens du petit garçonnet, bon sens qui lui permettrait d'être docteur, c'est-à-dire qui est le marqueur de son savoir, même si ce savoir pour l'instant repose sur un élément comique de bas corporel, ce qui explique la gaie science, et savoir qui va se traduire par l'expression « tu as plus de raison que d'années », tout simplement puisque Gargantua ici n'a pas encore 5 ans, il n'a pas encore atteint l'âge de raison, et pourtant il fait déjà preuve de raison puisqu'il est raisonnable et explicite un certain nombre de raisonnements. Comment le rire nous découvre-t-il l'esprit merveilleux de Gargantua ? Nous avons vu tout d'abord que le sujet principal du texte est un sujet drôlatique qui repose sur le bas corporel. Il s'agit de trouver le meilleur torche-cul du monde. Ce sujet drôlatique, pourtant, permet à Gargantua de développer une méthode rigoureuse qui repose sur une expérimentation scientifique. Et ainsi, le fond comique permet de déployer une forme sérieuse. L'esprit merveilleux de Gargantua va se déployer aussi à travers les différentes manifestations de joie du langage, que ce soit les vers, les paronomases, les syllèpes, qui vont émailler le discours de Gargantua, montrant qu'il est capable de maîtriser ce langage, d'en maîtriser le sens et les doubles sens. Enfin, Rabelais utilise ici ce sujet drôlatique de manière à pouvoir mettre en scène cette faculté innée de savoir, ou tout du moins cette faculté innée de curiosité qui est liée à cette faculté innée qu'est le rire. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'avez demandé d'effectuer la transposition passive des lignes 12 à 13, à savoir de la phrase « Que le feu Saint-Antoine brûle le boyau culier de l'orfèvre qui les a brodés et de la demoiselle qui les portait ». Pour effectuer cette transposition passive, il faut tout d'abord identifier les verbes, leur mode, leur temps et pouvoir les transposer. Donc ici nous avons « brûle » qui est un subjonctif présent, « que brûle » deviendra que soit brûlé. Abroder qui est un indicatif passé composé qui deviendra ainsi ont été brodés. Et enfin portait qui est un indicatif imparfait qui deviendra était porté. Pour ce qui est des interversions, le sujet de la phrase active devenant complément d'objet de la phrase passive et le complément d'objet de la phrase active devenant le nouveau sujet grammatical de la phrase passive. Ici, le système va être compliqué par l'utilisation des propositions subordonnées relatives, dont les sujets grammaticaux sont des pronoms relatifs. Qui, dans les deux cas. Ainsi, nous pouvons proposer la transposition suivante. Que le boyau culier soit brûlé par le feu Saint-Antoine, ça il s'agirait de la proposition principale, dans laquelle il faudrait insérer les deux propositions relatives coordonnées, donc de l'orfèvre qui et de la demoiselle qui nous donnerait que le boyau culier de l'orfèvre par qui ils ont été brodés et de la demoiselle par qui ils étaient portés, soit brûlé par le feu Saint-Antoine.